Elle nous emmène aussi au palais de justice de Paris, à la cité judiciaire, avec une audience qui était très attendue. Audience sur la forme. Le fond, ce sera pour le 21 juin prochain. Et sur la forme, c'est avec Mila, cette jeune femme qui a été victime de menaces de mort, de cyberharcèlement, parce qu'il y a quelques mois, elle s'était laissée aller sur les réseaux sociaux à délirer, à, pardon l'expression, déconner autour du prophète Mahomet. Ça lui a valu aujourd'hui de vivre sous protection policière et d'avoir dû déménager. On écoute Mila à l'issue de cette audience. Il n'y a pas d'anonymat. Que l'on soit un jeune adolescent, un adulte, à partir du moment où on commet un crime sur Internet, on peut être recherché, on peut être retrouvé et on peut être jugé devant un tribunal. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui. Et c'est à ce moment-là qu'il est temps de le réaliser, qu'il est temps de le dire. La peur change de camp. Et plus nombreux on sera à l'ouvrir, plus on sera fort, plus on sera puissant face à la menace et au harcèlement qui fera qu'empirer si on reste sans rien faire, si on continue à se soumettre. Et à travers Mila, ce sont plusieurs questions qui sont posées. La liberté d'expression, le blasphème, le cyberharcèlement, l'anonymat. Mais restons déjà sur cette audience. Première journée d'audience à laquelle vous avez assisté, Alexandra Gonzalez. Dites-moi, qu'a donné l'audience ? Oui, alors aujourd'hui, cette audience, cet après-midi, elle était assez technique parce qu'elle était consacrée à des incidents de procédure soulevés par les avocats de la défense. En clair, on n'a pas entendu les explications des prévenus qui étaient présents sur pourquoi ils ont posté le 14 et le 15 novembre dernier ces messages. Des messages qui, toutefois, ont été lus par le président du tribunal au micro de façon assez froide et détachée. Donc, la violence des propos était assez crue dans cette salle. Des messages qui parlent de viol, d'appel au viol, qui souhaitent à Mila de mourir, des choses vraiment très très graves. Et c'est vrai que l'attitude de Mila contrastait énormément dans la salle avec les prévenus qui étaient présents. On voyait Mila la tête haute, qui semblait plutôt détendue, habillée avec ce haut rouge, vraiment assez fière, et là, vraiment, alors que les prévenus, eux, avaient plutôt la tête basse. J'ai essayé d'aller leur parler, ils n'ont surtout pas voulu m'adresser la parole. On sentait qu'ils étaient assez mal à l'aise d'être dans cette salle d'audience. Alors justement, ces prévenus, quel est leur profil ? Alors, les prévenus, ce sont 13 personnes, 10 hommes, 3 femmes, assez jeunes, parce qu'on est sur des personnes qui ont de 18 à 30 ans, des personnes insérées dans la société, absolument pas radicalisées. D'ailleurs, la plupart en garde à vue se disent athées, sans conviction religieuse. Et alors, lorsqu'on leur demande pourquoi ils ont ce jour-là posté des messages sur Twitter contre Mila, qui venait à ce moment-là de poster un nouveau message concernant l'islam, ils répondent que c'est par, je cite, débilité, qu'ils n'ont pas vraiment d'explication, qu'ils s'excusent, qu'ils regrettent, qu'ils ne se sont pas rendus compte, disent-ils, de l'effet de meute. Parce que, en fait, s'ils ont posté chacun 1 ou 2 messages, ils étaient quand même des centaines, voire des milliers ce jour-là à poster des messages. Donc pris individuellement, ce n'est qu'1 ou 2 messages, avec des propos quand même très crus, très vulgaires, très violents. Sauf que ce jour-là, ils étaient des milliers. Voilà, c'est ça. Ces traits-là ont été identifiés, vont comparaître et ils s'expliqueront sur le fond lors d'une audience le 21 et 22 juin. Nous sommes avec Fabrice Epelboin, qui est entrepreneur, spécialiste des médias et des réseaux sociaux, maître Emmanuel Pierrat, avocat au barreau de Paris. Vous avez été avocat de Cabu, la liberté d'expression, ça vous connaît. Il nous dit quoi ce procès, alors, maître Pierrat ? Il met en jeu, en cause, entre guillemets, notre conception de la liberté d'expression. Et c'est un peu un effet miroir de ce qui nous est déjà arrivé, avec toute proportion gardée, avec Charlie Hebdo ou avec Samuel Paty. C'est-à-dire une conception en France de la liberté qui nous permet de caricaturer, de blasphémer. À partir du moment où on s'en prend simplement à une idéologie, à une religion, ou ça pourrait être l'islam, le catholicisme, ça peut être aussi le libéralisme, le communisme ou le capitalisme, et qu'on ne s'en prend pas à des individus, c'est libre. Ça fait partie de notre conception particulière de la liberté d'expression. En revanche, de l'autre côté, on a des gens qui ne sont plus dans le débat, qui ne sont pas dans une liberté d'expression que nous considérons comme acceptable en France, c'est-à-dire qui appellent au meurtre, qui appellent au viol, à la décapitation,
et qui sortent, on va dire, du débat pour appeler à commettre des actes violents. Donc on a cet affrontement entre guillemets. Bien, elle est menacée. Donc elle est menacée. Elle est gardée. Elle a dû déménager. Elle a été déscolarisée. Elle est entourée de gardes du corps. Elle est protégée par la police. Hein. Bien sûr, elle a été déscolarisée une première fois, mise ensuite dans un lycée militaire ou une école militaire pour être protégée, dont elle a dû à nouveau être déscolarisée. Maintenant, elle est chez elle, entre guillemets, mais sous protection policière, et ça risque de durer quelques années. Je ne vois pas beaucoup de liberté possible pour cette jeune fille sans menace physique réelle. Donc c'est très grave, évidemment, parce que c'est notre modèle qui est en jeu. Nous ne sommes pas là pour faire le procès avant qu'il ait lieu le 21 juin. Présomption d'innocence profite a priori aux prévenus, mais quand même, les propos qui ont été lus à la barre aujourd'hui par le président de la 10e chambre sont plus qu'édifiants. On n'est pas dans le débat, on n'est pas dans l'affrontement d'idéologie, on est dans l'appel au meurtre et au viol. Nous sommes avec Nora Fraisse, fondatrice de l'association Marion Fraisse, la main tendue, parce que c'est votre fille qui a succombé aussi au cyberharcèlement. Comment faire pour en sortir aujourd'hui de cette tyrannie des réseaux sociaux, de l'anonymat et de l'effet de meute ? Alors, bonsoir. Et vous avez raison de parler de l'effet de meute. Mila, comme beaucoup de jeunes, près de 25% de nos jeunes subissent le cyberharcèlement ou des cyberviolences, ce qui est beaucoup. On a 12 millions d'élèves. Et le phénomène est un phénomène de meute, en effet. Notamment les raids numériques. Et vous le disiez tout à l'heure, contrairement au harcèlement entre pairs ou à l'école, il ne s'agit pas d'une répétition et de violence identifiée. Le fait que chacun envoie un seul message, on se positionne du côté de la personne victime. On prend le cas de Mila, qui a reçu des milliers de menaces. Donc comment s'en sortir? Faire en sorte de travailler aussi auprès des jeunes pour leur expliquer. Là, ils avaient entre 18 ans et 30 ans. Mais ça veut dire qu'il y a encore quelques années, ils étaient au collège et au lycée et que peut-être ils avaient déjà ce type de comportement et qu'ils n'ont pas été arrêtés. Et ce qui est dangereux, c'est de se dire qu'ils ne comprenaient pas que c'est une bêtise. Mais il faut savoir que 35% des personnes qui sont harcelées ou cyberharcelées commettent des actes graves, sans doute des tentatives de suicide. Donc ça a des conséquences sur la santé mentale. Vous disiez que Mila était debout, était forte. Et ce qui a été dit, c'est qu'elle était protégée. Ça veut dire que le cyberharcèlement, les cyberviolences, ce n'est pas uniquement sur les réseaux sociaux. Cette femme est obligée de se protéger. Donc, il faut qu'on travaille ensemble. Et puis, une question aussi, moi, qui m'interroge, ce n'est même pas une question, parce que c'est quelque chose que j'essaye de faire infuser dans cette société, qu'on ait un peu de courage politique, notamment le secrétaire d'État en charge du numérique. C'est peut-être de travailler avec les GAFAM. Oui, Cédric O. J'ai eu la chance de discuter pendant une demi-heure avec sa chef de cabinet, mais quoi qu'il en soit, on a bien discuté. Mais concrètement, qu'est-ce qu'on fait avec les GAFAM qui distribuent, qui livrent ces messages haineux? Bien évidemment, les auteurs sont responsables, mais celui qui distribue et qui permet ces raids numériques est aussi responsable. Donc il faut aussi, quand vous disiez comment on fait, ben, peut-être qu'on va dire aux GAFAM, si vous avez une intelligence artificielle qui peut enlever un petit bouton, un petit téton, eh bien vous pouvez peut-être empêcher aussi cela. C'est aussi ça la prévention. Alors attendez, Nora Fraisse, restez avec nous parce que je voyais Fabrice Epelmoin. Vous réagissiez à ce que disait Madame Fraisse, Fabrice. Alors, cette idée de l'intelligence artificielle relève de la science-fiction, du fantasme. Ça n'est pas ça, une intelligence artificielle. On est à milieu d'avoir des intelligences artificielles qui puissent faire ça. Ça, c'était le grand bluff des GAFAM auprès de nos politiques qui y ont plus ou moins cru. La réalité, c'est que derrière ces intelligences artificielles, il y a des milliers de petites mains qui sont réparties un peu partout et qui sont en charge de la modération. Donc c'est un travail essentiellement humain. On est très 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 loin du moment où l'intelligence artificielle sera en mesure de gérer tout ça. Mais est-ce que les fournisseurs d'accès Internet aujourd'hui peuvent jouer? Alors, est-ce qu'ils peuvent effectivement aujourd'hui, quand il y a un raid comme ça sur une personne, lever l'anonymat, dire voilà ce qui se passe est irresponsable, il y a quelqu'un qui est en danger? Ça c'est une question de modernisation de notre appareil judiciaire. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est qu'un juge va faire une première demande d'information auprès de Twitter, par exemple, ou Facebook, qui va éventuellement, s'il est bien luné, lui donner des éléments d'identification, une adresse IP, un numéro de téléphone, et qu'à partir de là, le juge va demander à l'opérateur Internet de lui donner l'identité civile de la personne qui est derrière un numéro de téléphone, une adresse IP. Tout ça est lent, fastidieux, se passe par courrier recommandé. Tout ça pourrait prendre quelques centièmes de seconde si on passait par des outils modernes électroniques. Alexandra ?
Oui, et alors vous parliez de modération humaine qui est faite par des employés. À ce moment-là, on se pose la question, pourquoi une photo de téton, parce que c'est le cas, peut être censurée dans l'heure qui suit, alors qu'un message qui appelle à violer quelqu'un, qui appelle à tuer quelqu'un, qui lui souhaite la mort dans d'atroces souffrances, pourquoi ce message peut rester en ligne pendant des jours et des jours? Pour une raison très bête, c'est qu'un téton, vous allez pouvoir l'identifier avec de l'algorithmie. Ah, donc on est sur une modération d'intelligence artificielle, alors? Non, vous êtes sur une modération... Oublions ce terme d'intelligence. Alors, il n'y a aucune intelligence une modération, en tout cas, qui n'est pas humaine, qui est capable de vous repérer un téton. Et dans la logique américaine, ces plateformes sont américaines, un téton vaut censure. Par contre, un algorithme est incapable de vous repérer une blague d'une menace de mort au jour d'aujourd'hui. Donc pour ça, on passe par une dénonciation humaine, signaler cet élément, et là, ça va vers des centres de modération qui traitent humainement cette problématique, et là, ça ne peut pas être instantané. Oui. Alors que typiquement, un téton, c'est quasiment instantané. Toute notre difficulté, c'est effectivement que ces réseaux sociaux, et en l'occurrence Twitter, c'est le principal accusé, d'après moi, sont américains et de conception américaine. Or, la conception de la liberté d'expression aux États-Unis, qu'est-ce que c'est? La liberté absolue de défiler avec des propos, des brassards nazis, le Ku Klux Klan, et la pudibonderie. C'est-à-dire, en revanche, ne pas montrer un sein, ne pas montrer le début d'une fesse. Donc, on est dans une très grande hypocrisie et un appel au meurtre et à la haine permanent. Nous avons une conception différente dans laquelle nous considérons qu'on peut être très libre, mais on pense que l'appel à la haine raciale, antisémite, sexiste, homophobe, notamment en l'occurrence pour Mila, ne peut pas être justifié et ne rentre pas dans le champ de la liberté d'expression. Oui, mais alors donc c'est un affrontement voilà. Oui, mais on est dans des injonctions contradictoires aussi, parce que Mila revendique la liberté d'expression, de pouvoir dire qu'elle emmerde telle ou telle religion, de pouvoir insulter tel ou tel représentant de la religion, et ses adversaires disent nous aussi, c'est ce qu'on a fait, on l'a insulté. Ses adversaires sont anonymes, ils n'osent pas. Eux s'en prennent à une personne existante, en l'occurrence Mila, elle s'en prend à une religion, mais elle dit qu'elle ne s'en prend pas aux musulmans, aux croyants, elle s'en prend à la religion et au prophète Mohammed. Ses opposants utilisent l'anonymat. C'est beaucoup plus facile, le sentiment d'impunité, en tout cas des pseudonymes, peu importe. Des pseudonymes, nous sommes d'accord, mais peu importe qu'ils ne révèlent pas leur identité. Le pseudonymat, comme on dit maintenant. Se sentent dans un sentiment d'impunité extrêmement fort et sont capables de dire des horreurs sans même, alors là, je veux bien le croire, avoir parfaitement conscience de ce que là, ça veut dire. Alors justement, je voudrais qu'on écoute l'un de vos confrères, qui est l'avocat d'un des prévenus, c'est maître Juan Branco, à la sortie de l'audience aujourd'hui, qui, on le rappelle, était une audience sur la forme, en attendant que les jugements sur le fond arrivent, ou les débats sur le fond, et ce sera le 21 juin prochain. Juan Branco, à propos de ces prévenus qui se retrouvaient aujourd'hui. On a déposé 2 questions prioritaires de constitutionnalité qui sont extrêmement importantes, qui ont été mises en délibéré pour le 21 juin. Donc encore une fois, c'est la première étape d'un long combat. Et à partir de là, maintenant, la question qui se pose, c'est pour moi qui défends un jeune Français de confession catholique qui a fait un tweet graveleux en réaction à une figure publique. C'est tout ce qu'il a fait. Il s'est retrouvé perquisitionné chez lui, chez ses parents, arrêté à 6h du matin, mis en garde à vue pendant 48 heures sur en fait instruction du gouvernement qui essayait d'instrumentaliser cette affaire, qui essayait de montrer qu'il n'était pas impuissant alors qu'il l'est complètement, et on se retrouve face à cette comédie qui est assez insupportable. Et donc notre objectif, c'est de faire tomber les dispositions de la loi Schiappa du 3 août 2018 qui permettent cette comédie, qui permettent cette instrumentalisation du pouvoir judiciaire. Il estime qu'en fait l'affaire Mila est devenue une affaire politique et qu'on instrumentalise à des fins politiques l'affaire Mila et que ça ne vaut pas tripette, quoi, en fait. Voilà ce que dit Juan Branco. Il a tort. Heureusement que la loi française a évolué et que, notamment depuis 2018, on considère le harcèlement en ligne, le cyberharcèlement, comme quelque chose de grave et comme une infraction qui peut être susceptible de faire encourir de la prison et des amendes extrêmement fortes. On ne peut pas être dans une logique en considérant qu'il s'agirait là d'une manipulation par le pouvoir politique. Je vous rappelle que le même pouvoir politique... Et de propos graveleux, c'est ce que dit... Bien sûr. Nicole Belloubet, quand elle était garde des Sceaux, a quand même commis une bourde épouvantable en attaquant Mila et en parlant d'atteinte à la laïcité, c'est-à-dire en renversant les choses et en considérant que cette jeune femme victime était en quelque sorte celle qu'il fallait mettre en accusation. Donc on est loin d'avoir un pouvoir politique qui instrumentalise. On a une loi républicaine qui a été conçue pour mettre fin à ce type de comportement, et il est de notre devoir de la faire appliquer en quelque sorte et de ne pas dériver dans une fausse conception de la liberté d'expression qui serait la possibilité de détester et de meurtrir nos concitoyens. Il faut rappeler qu'il n'y a pas de délit de blasphème en France. Non, heureusement, il n'y a pas de délit de caricature. Il y en a dans le droit canon, mais nous n'appliquons pas en France ni le droit catholique, celui du Vatican, ni la charia. Heureusement, nous sommes républicains, laïcs, et par conséquent, nous avons le droit de blasphémer. Et même d'être vulgaires. Les propos de Mila ne sont pas particulièrement exemplaires, mais ça n'est pas la question.
La question, c'est de savoir si ce qu'elle dit est légal ou pas. Elle a le droit de le dire. En revanche, ce que disent ses opposants ou ces jeunes gens prévenus n'est pas dans le registre de ce qui est accepté par le droit français, dans une tradition assez articulée, assez éprouvée, qui me semble plutôt la bonne. Fabrice Epelboin. Si on essaie de prendre un peu de recul là-dessus, Mila, c'est aussi le symptôme d'un cultural gap gigantesque entre les États-Unis et la France, avec des valeurs, des modes opératoires, des façons de fonctionner sociétaux qui sont importés par ces plateformes et qui, quoi qu'on en dise, sont en train de restructurer la société française. Le communautarisme, c'est l'essence de la socialité sur ces plateformes. Le groupe sur Facebook, la page sur Facebook, tout ça sont des éléments qui sont intrinsèques à la société américaine, dans laquelle il est parfaitement naturel de vivre en communauté, dans laquelle on ne blasphème pas, même si ça n'est pas illégal. Je vous rappelle que quand CNN montrait les caricatures de Charlie Hebdo, il floutait les caricatures pour des questions, non pas de droit, mais de décence, dans la société américaine. Et c'est cette importation au forceps et à travers les GAFAM des logiques américaines qu'on est en train aujourd'hui de se prendre à travers des choses comme l'affaire Mila. Mais très concrètement, on est sur du culturel et on est sur une forme de colonisation culturelle à travers ces plateformes numériques. Et pour reparler des prévenus, Alexandra, pour eux c'était aberrant de se retrouver aujourd'hui globalement au palais de justice pour parler de cette affaire ? Ah oui, complètement. Déjà, rien que pendant leur garde à vue, on a pu lire un peu les procès-verbaux d'audition et tous disaient, je me souviens d'un par exemple qui disait « Je vous avoue que j'ai halluciné de vous voir débarquer hier matin chez mes parents ». En fait, quand ils ont tous posté ces messages, aussi atroces soient-ils, aucun ne pensait qu'il y aurait des poursuites judiciaires derrière. D'ailleurs, l'un d'eux a tweeté dans son message, à l'époque, mi-novembre, donc je ne sais plus, il insulte Mila de tous les noms, et il finit par dire « De toute façon, je risque de pas de poursuite, je suis un blanc ». Bon, manque de bol, aujourd'hui, il est à la barre pour en répondre. Alors, on ne l'a pas encore questionné sur le fond, ça sera le 21 juin. Mais tous, oui, pensaient que un message, 2 messages envoyés par mail ou par tweet ne terminerait jamais, ne les amènerait jamais devant la justice. Et ça, c'est ce qui est nouveau. Et ça va peut-être mettre aussi un frein à certains qui sont sous couvert de pseudonymat ou pas d'ailleurs, se livrent à des insultes parfois délirantes. C'est toute une génération à qui on doit apprendre aussi ce qui se dit, ce qui ne se dit pas, à quel moment ça devient une menace, parce que sur les réseaux sociaux, quels qu'ils soient, on lit de tout. Bien Emmanuel sûr, Pré. c'est ce qu'on a commencé à faire malheureusement un peu tard, en janvier 2015, après les attentats contre Charlie Hebdo, la policière à Montrouge et puis l'hypercachère. D'un seul coup, à l'école, on a trouvé nécessaire de rappeler ce qu'était la liberté d'expression et en même temps ses limites. Le droit à la caricature et la nécessité de ne pas appeler à la haine et au meurtre comme ça impunément. Et on voit cette espèce de décalage et ce travail pédagogique essentiellement. On parle de jeunes gens quand même, ils ont entre 18 et 30 ans. C'est inutile d'en passer par la loi, c'est plus une question... Il faudrait en passer par l'école. Malheureusement, c'est une question d'éducation plus une question législative. Nous n'avons pas le temps de les rattraper pour l'instant. Nous avons une jeune femme qui est menacée et un exemple à donner. Et en parallèle, il faut évidemment investir dans l'éducation. C'est le travail de l'éducation nationale que de faire diriger, entre guillemets, non pas les pensées, mais que d'éviter des dérives comme celles que permettent les libertés numériques tant revendiquées par les États-Unis et qui nous font si peur. Maître Malka le disait en arrivant à l'audience, juste avant, il disait « Je ne me remets pas de penser que tous ces jeunes qui vont comparaître aujourd'hui sont passés par l'école et auraient dû apprendre qu'en France, on a le droit de critiquer les religions et que le code pénal l'autorise, que notre société l'autorise et je ne me remets pas de savoir que ces jeunes n'ont pas l'air d'en avoir conscience. » Merci, messieurs, dames, d'avoir été avec nous à l'issue de cette journée d'audience, donc procès Mila, en attendant l'audience sur le fond, et ce sera le 21 juin.